19h, Roger Ferlet. Alors, vous savez qu'en principe, on a réunion le deuxième mercredi du mois, mais il se trouve que vers le deuxième mercredi du mois de novembre, il se passe un événement intéressant, je crois, n'est-ce pas, mon cher Gilles? Le 11 novembre, qui est un mardi, la sonde Rosetta, Francis va nous en parler, va se poser, enfin, la sonde Philae va se poser sur la comète, dont je ne prononcerai pas le mot. Oui, oui, je sais que vous m'attendez au tournant. Je ne le prononcerai pas. 67P. Voilà. Et donc, on a décalé d'une semaine. Ce sera le 19 novembre. Et c'est notre sympathique camarade François Forget de l'Institut Pierre-Simon de Laplace, qui est planétologue, qui va nous parler d'un sujet, enfin, super intéressant aussi, Pluton et les KBO, les objets de la ceinture de Kuiper, et la mission New Horizon. Je vous rappelle que la mission New Horizon va arriver aux alentours de Pluton le 14 juillet 2015. Eh oui, les Américains ont visé le 4, ils se sont trompés. Tac. Voilà. Le 10 décembre, 19h aussi, c'est Thierry Lasserre du CEA, grand spécialiste des neutrinos, qui va nous parler des neutrinos. Et en janvier, février, tout ça, on vous a préparé un programme très intéressant. Vous voyez, là, je délaye un peu, tant qu'il trouve le micro. En janvier, on va vous parler de Vénus. Vénus Express. On ne parle pas souvent de Vénus, donc ça va être intéressant. Puis après, notre ami Gilles va nous parler d'un grand astronome qui est mort il n'y a pas très longtemps, un grand ami de la SAF, qui est Audouin Dollfus, bien entendu, la vie d'Audouin Dollfus, ça va être passionnant. Ensuite, un sujet qui me passionne aussi, c'est la machine denticitaire. J'ai trouvé un grand spécialiste français de la machine denticitaire. Vous ne savez pas ce que c'est? Ben, vous l'apprendrez à ce moment-là. C'est formidable. Et alors, oui, alors je reviens un petit peu en arrière. Alors, je vous explique pour la réservation, vous avez compris que quand vous cliquez sur la page des conférences, c'est marqué cliquez ici. Hein, voilà. Quand c'est... Ça y est, c'est réparé? Oui. Et celui-là, il marche. Bravo. Il faut parler comme ça. Donc, vous avez compris qu'il suffit que vous remplissiez ça. Page suivante. Hein, une fois que vous avez fait ça, vous recevez, dès que vous avez appuyé, s'il y a de la place, c'est marqué « Votre place est réservée ». Je n'envoie pas un deuxième email. Je m'excuse, je suis tout seul à faire ça, je n'ai pas les moyens. Hein. Déjà, mon fils, il a fait le tableau pour remplir ce truc-là. Donc, vous avez le retour. Ça sert de retour comme quoi vous êtes réservé. Si jamais, ce que j'ai fait pour aujourd'hui, j'ai arrêté à 150, alors qu'il y a 200 places, parce que j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant, qu'il fallait réserver, etc. Donc c'était, pour j'affine ça un peu, mais quand c'est plein, c'est marqué salle pleine, mais vous pouvez toujours vous présenter, votre place n'est pas garantie. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant pour nos amis de la SAF? Ah oui, intéressant, la commission de cosmologie a lieu le 20 septembre, et nous allons parler des nouveaux messagers du cosmos, et c'est une très grande astrophysicienne, Nathalie Palanque-Delabrouille, physicienne au CEA, qui va nous parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bon, un certain Jean-Pierre Martin, ah oui, c'est moi. Pour nos amis des Yvelines, je fais une présentation sur Rosetta le 4 octobre. J'aurai encore peut-être plus d'informations qu'aujourd'hui. On s'approche de plus en plus du target. Et voilà, vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Bon, allez, on continue. Alors, Gilles, tu veux peut-être dire quelques mots sur ce qui va se passer le 11 novembre? Eh bien oui, on va donc organiser sous le patronage de l'Agence spatiale européenne, du Centre national d'études spatiales, de l'Observatoire de Paris, du CNRS, évidemment avec le pilotage de la SAF et de la Cité des Sciences, cet événement en direct avec un plateau d'invités, un dispositif exceptionnel. On aura des invités, des astronautes, des grands astrophysiciens et évidemment
tous les grands scientifiques et ingénieurs français qui sont à bord de la sonde Rosetta et à bord du lander Philae, des gens qui sont impliqués, des spécialistes des comètes, de l'Observatoire de Paris, du CNRS, des grands labos français. Et donc on va vivre cet événement exceptionnel comme d'événement, c'est d'astronomie populaire, comme on aime bien les vivre à la SAF, c'est pas la première fois qu'on organise ça, avec tout un dispositif très impressionnant. On attend 3000 Parisiens et Parisiennes. Donc voilà, vous pouvez prendre date, on n'a pas encore les horaires évidemment. L'auditorium, il fait pas 3000 places, hein, donc il va falloir... Alors, le premier auditorium, il fait 400 places, assises confortablement, et puis après, il y a le grand écran super géant de l'accueil, du grand hall d'accueil de la Cité des Sciences qui sera mis à disposition, et puis on essaiera de trouver encore de la place. Si vous amenez votre matin pneumatique, hein, si vous êtes dans la grande salle. Parce que... Voilà, ça va durer 5 ou 6 heures, donc préparez-vous, on fait une réserve. Ben, on a beaucoup de présentations hein, pour ça, et puis il y a beaucoup de scientifiques. Les astronautes, Hubert Reeves sera parmi nous, peut-être André Braic, etc. Oh, s'il y a André, ça va durer quelques heures. Exactement. Enfin, ça va être la fête parce qu'on se pose sur une comète. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une... Oui, alors la page suivante. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire, on ne va pas faire de réservation pour cette soirée-là. Donc, entrée libre. On ne peut pas. Vous imaginez, hein, il va y avoir la presse, la télé, la radio, les médias. Mais on va avoir de la doc. Hein, le CNES nous a promis un peu de doc. L'agence spatiale, voilà. Et puis on On aura... aura peut-être même des machins comme ça. Vous voyez. Ça brille. Ça brillera dans le noir. Il y aura des maquettes, il y aura plein de choses. Donc on a des leaflets, hein, je crois, et tu les as mis là-bas? Il y a un petit peu de documentation là-bas. Elle est dépliant là-bas. La page suivante. Sur le Facebook, évidemment, du CNES, le Facebook de la Cité des Sciences, vous aurez plein d'informations. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Francis Rocard, que vous connaissez tous. Il est au CNES, il est directeur de l'exploration spatiale et il est très impliqué dans la mission Rosetta. Et il va peut-être nous donner des informations de première main sur ce qui va se passer. Et je lui laisse la parole. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci Jean-Pierre. Donc, on va parler des comètes. Et alors, je vais peut-être dire des choses extrêmement simples. Là, vous m'entendez, là? Je suis près du micro, quoi. Donc, une comète, c'est un petit corps, tout petit. Alors que les astéroïdes peuvent atteindre des centaines de kilomètres, les comètes font en général quelques kilomètres, dizaines de kilomètres. À l'est, c'était déjà une quinzaine, je crois. Je crois que la plus grosse comète identifiée fait 150 km, mais c'est vraiment un point aberrant dans la courbe. Je crois qu'il faut que tu mettes la mousse, parce que ça fait quand même... Allons-y avec la mousse. Est-ce que vous entendez dans le fond? Donc, les comètes, ce sont des tout petits corps. Deuxième particularité, ce sont les objets les plus riches en volatiles, au pluriel, qu'on connaisse dans le système solaire. Volatiles, ce sont des glaces congelées, c'est-à-dire de l'eau, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac, etc., etc. On a recensé, surtout en radio, on est à 25-30 molécules actuellement recensées dans les comètes, et la comète L-Bob, particulièrement intense, a permis de faire exploser ce chiffre à environ une trentaine de molécules. Ça, c'est pour la partie volatile, et c'est parce qu'il y a ces volatiles que la comète devient active en créant d'une part ce qu'on appelle une coma, c'est-à-dire c'est à peu près la boule, la coma c'est la boule qui est ici, qui peut atteindre 100 000 km, hein, le tiers de la distance Terre-Lune, ça peut être gigantesque. Actuellement, nous sommes dans la coma à l'heure où on se parle. On est dedans. On ne le sait même pas, mais on est vraiment dedans avec Rosetta. Mais évidemment, les poussières qui sortent par des jets puissants, voire le kilomètre par seconde, il y a un effet dynamique et entraîne des poussières. Et des poussières qui peuvent être des poussières de type rocheux, silicaté, mais aussi des poussières organiques.
Et deuxième particularité des comètes, ce sont les corps les plus riches en carbone que l'on connaisse. C'est beaucoup plus riche que les astéroïdes dits carbonés qui ont quelques pourcents de carbone. Néanmoins, et je le dis tout de suite, le matériau réfractaire carboné des comètes, on ne le connaît pas. Et c'est tout l'intérêt d'aller étudier les comètes, et c'est tout l'intérêt de se poser dessus, de prélever, etc., et d'analyser ce matériau riche en carbone qui est... on a parlé de suie. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut probablement pas grand-chose, mais c'est-à-dire des molécules organiques, des longues chaînes, un peu désorganisées, qu'on compare à la suie que vous avez dans votre cheminée, si vous avez une cheminée. Mais, encore une fois, ça vaut probablement pas grand-chose. Et quand tout cela se rapproche du Soleil, bon, c'est bien connu, une queue, voire deux queues apparaît, l'une étant liée au fait que les molécules neutres s'ionisent par les UV du Soleil. À partir du moment où elles s'ionisent, elles sont immédiatement entraînées dans le vent solaire, ça crée la queue de plasma, c'est des ions, et c'est une queue qui est lumineuse, c'est-à-dire qui émet de la lumière, ce sont les ions qui se désexcitent. Par ailleurs, les poussières subissent la pression de radiation et sont lentement poussées par la pression de radiation, et ça crée la queue de poussière, qui, elle, n'est pas lumineuse, mais qui réfléchit la lumière du Soleil. D'où ces deux queues très bien visibles. Je crois que ça, c'est la comète... peut-être Elbop, ça, non? Est-ce qu'il y a des spécialistes dans la salle? Pardon? Ça ressemble, oui. Donc on a ces deux queues. Alors après, on a vu des comètes à 6 queues, mais ça, c'est des effets de géométrie. Faut pas trop... dans les récits anciens, on a des choses assez curieuses, mais le problème dans l'observation des comètes, et je ne vais pas en dire beaucoup plus longtemps, mais c'est que on a vu des choses tout à fait incompréhensibles. On a vu des antiqueux, ça c'est bien connu, mais tout dépend de la géométrie dans laquelle on voit la comète. Et ça, le plus souvent, on vous montre une image, vous ne savez pas du tout où est le Soleil, quelle est la géométrie, et ça donne des choses parfois assez curieuses. Bon, les comètes, ça peut être des spectacles magnifiques. Voilà, Makhnow, bon, c'était en 2007, et c'était dans l'hémisphère sud. Donc nous n'y avons pas eu droit. C'est dommage, parce que ça, c'est quand même superbe. Et voilà ce que peut donner la vision d'une comète dans le ciel. Voilà, j'aurais bien voulu la voir en vrai, mais je ne l'ai pas vue personnellement, je n'étais pas dans l'hémisphère sud. Alors, il y a un autre paramètre, il y a un paramètre qui nous intéresse beaucoup. Dans l'étude des comètes, il y a deux choses qui intéressent directement la Terre. C'est la question de l'origine de l'eau et la question de l'origine du carbone. Donc sur l'origine de l'eau, vous avez cette courbe un peu compliquée qui est ce qu'on appelle le rapport d'essurage, donc le deutérium sur l'hydrogène, la valeur terrestre qui est au milieu en bleu, qu'on appelle le SMOW, c'est-à-dire la valeur du dessurage dans les océans terrestres, et qui n'est pas la valeur du Soleil. Et en dessous, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont bien inférieurs en dessurage. Et au-dessus, vous avez quelques comètes, et avec la particularité que ces comètes sont généralement supérieures et notablement supérieures. C'est une échelle logarithmique, hein, donc il faut faire attention aux chiffres. Très supérieure. Méricle 2, par exemple, est une comète qui a un dessurage terrestre. Donc ça complique un petit peu l'interprétation, et je vais vous donner un petit secret que vous garderez pour vous, mais il semblerait que le dessurage de la comète ait été mesuré, et on me l'a dit aujourd'hui même, et c'est Rosina qui fait ce type de mesure, et la valeur serait 3 à 4 fois la valeur terrestre. Bon. Ça veut dire que pour interpréter l'origine de l'eau sur les comètes, on n'est pas complètement sorti de l'auberge, à mon avis. Parce qu'on aurait des valeurs constantes, on pourrait dire, voilà, l'eau des... À une époque, je me souviens de Thérèse Encrenaz, qui est une planétologue bien connue, disait, dans un litre d'eau, ça c'est 1,5 litre, dans 1 litre d'eau, vous avez un verre d'eau cométaire. Ça, c'était comme ça qu'elle résumait les choses. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire ça actuellement, encore aujourd'hui. Et quant au carbone, la question est la même. Est-ce que le carbone des comètes provient le carbone de la Terre provient des comètes? On ne sait pas très bien, et on espère qu'avec Rosetta, on en saura un peu plus. Alors, ça, j'ai repris une image qui est issue de la comète Hartley 2, mais simplement pour illustrer l'origine des comètes. C'est pas ultra simple comme situation, puisqu'il y a deux grands types de réservoirs cométaires. Vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle le nuage de Oort qui se situe, qu'on n'a jamais vu, mais qu'on a prédit,
Et on l'a prédit parce que les trajectoires cométaires sont paraboliques et non pas hyperboliques. Elles seraient hyperboliques, elles viendraient d'ailleurs, hors du système solaire. Or, elles sont paraboliques, ça veut dire vitesse à l'infini nulle. Ça veut dire orbite. On mesure maintenant des orbites de l'ordre du million d'années avec les comètes. Avant, on ne savait pas les mesurer, maintenant, on sait les mesurer. Et des orbites de plusieurs milliers d'années, on le mesure très facilement. Et nuage de Oort, c'est une prédiction de M. Oort compte tenu de ses trajectoires. Et d'autre part, la ceinture de Kuiper, donc, qui est le deuxième réservoir. Mais le côté un peu étonnant, c'est ça qu'il faut garder en mémoire, et je vais essayer de ne pas me tromper, c'est que les comètes du nuage de Oort, qui ont été violemment éjectées du système solaire, parce qu'elles ne se sont pas formées là-bas, bien sûr. La question, c'est où se sont-elles formées? Les comètes du nuage de Oort qui ont été violemment éjectées ont évidemment subi des interactions très très fortes. Et donc, en fait, elles se sont formées plus près du Soleil que celles parce que c'est Jupiter essentiellement qui a dû les éjecter, que les comètes de Kuiper, qui sont probablement le résultat de phénomènes comme le grand bombardement tardif qui a chahuté la ceinture de Kuiper. Et à ce moment-là, les comètes se sont allées se mettre au-delà les objets 30 neptuniens au-delà de Neptune. Mais donc le paradoxe, c'est que les comètes du nuage de Oort se sont formées probablement plus près du Soleil que les autres. Et donc ça, il faut garder en mémoire parce que c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et ça aura des conséquences. Pour les affaires du rapport d'Essurach, la valeur interstellaire est très écartée de la valeur terrestre. Et plus on aura un rapport d'Essurach dans les comètes, plus on aura une origine, entre guillemets, interstellaire. Mais ça, nous verrons. Alors, je voudrais juste un petit peu illustrer Ison parce que ça a été un événement assez étonnant. Et je voudrais quand même vous montrer des petites choses. D'abord, ce petit film qui a l'air de rien, mais pour moi, il est historique. En tous les cas, c'est la première fois que je vois ça. Là, vous allez me dire, c'est assez banal ce qu'on voit. C'est Ison. Très bien. Mais, aux surprises, une deuxième comète. Donc, on a deux comètes sur l'image. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, c'est Encke. Et Encke est la comète qui a la plus courte période que l'on connaisse. Donc, c'est là, on la revoit passer fréquemment. Et donc, sur ce petit film, un peu anodin, on a deux comètes qui se promènent. Je trouve ça assez étonnant. Alors, bon, Ison, vous vous souvenez, ça s'est passé en décembre. C'est une comète du nuage de Oort. C'est une comète qui vient de très très loin et qu'on a découvert. Et tout d'un coup, on a fait des calculs. Et au stupeur, elle devait être la comète très visible dans le ciel, quelque part en janvier, février de cette année. Et elle a survolé... donc c'est une sun grazing, ou quasiment, puisqu'elle a survolé le Soleil à une vitesse qui avoisine, une distance qui est à un diamètre solaire. Et voilà ce que SO a vu. Donc ça, c'est le passage du Ison. Je pense que vous avez vu ce film, mais moi, personnellement, je ne m'en lasse pas. Et à l'époque, personne n'a vraiment compris ce qu'on avait vu. On a une superbe comète au départ, avec une très très belle queue, un peu saturée sur l'instrument, mais à partir du moment où elle sort du cache, parce qu'évidemment on cache le soleil, on a un objet qui ressemble plus à rien, et qui au moment où il sort de l'écran, c'est la dernière fois qu'on l'aura vu cet objet, c'est-à-dire qu'ensuite plus personne ne l'a vu. Cette comète a été séchée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a perdu intégralement ses volatiles, il n'y avait plus rien, et évidemment ça n'a pas été l'objet que l'on espérait. Voilà un petit peu résumé sur cette image, l'affaire d'Ison. Et à partir du moment où on sort en haut à droite, elle n'a plus jamais été revue par personne. Et voilà. Donc j'en viens à Rosetta. Et Rosetta, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui date d'une vingtaine d'années. On a commencé ces affaires-là dans les années 90. Et au tout début, évidemment, Rosetta est née de Giotto. Bien sûr, avec Giotto et puis Vega 1 et Vega 2. On a fait ce fameux survol en 86. On était à la Cité des Sciences pour certains. Moi, j'étais un peu jeune. J'étais devant mon écran de télé. Mais on a vu ces belles images auxquelles, d'ailleurs, on n'a rien compris à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. C'est une autre histoire. Et évidemment, tout le monde a pensé qu'il fallait faire la mission suivante. Et la mission suivante, la plus ambitieuse, c'était, au début, Rosetta s'appelait CNSR, Comet Nucleus Sample Return, qui était une affaire européano-américaine. Et en fait, comme ça arrive souvent avec les Américains, malheureusement, j'espère qu'il n'y a pas d'Américains dans la salle, mais
la NASA nous a claqué dans les doigts. Donc, retrait des Américains, et l'ESA ne s'est pas du tout senti capable de faire CNSR tout seul, et notamment parce que les scientifiques, qui sont toujours très exigeants, demandaient à ce que l'échantillon prélevé soit conservé à la température de la comète, c'est-à-dire à 200 K, c'est-à-dire pratiquement moins 100 degrés. Et ça, techniquement, pour un ingénieur, c'était un véritable cauchemar. Donc, très rapidement, l'ESA a dit, on ne fera pas de retour d'échantillon, on va faire une mission de rendez-vous. Et là-dessus, on a rajouté l'atterrisseur, qui est lui-même le résultat d'une histoire un peu compliquée, que je ne vais peut-être pas détailler ici, mais qui était, en tous les cas, rendons à César ce qui lui appartient, une initiative allemande du DLR Cologne. C'est toujours Stéphane Lamec, c'était lui au départ. Et les Français avaient fait d'autres cartes, et nos cartes n'ont pas été très bonnes à jouer, donc on est un peu penaud. On est allé voir les Allemands en disant, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas faire cet atterrisseur ensemble? C'est ça la réalité de l'histoire. Et ils nous ont accepté, un peu réticents au début, mais bon, finalement ils nous ont accepté, et peut-être qu'ils n'auraient pas dû. Vous me poserez la question du pourquoi ils n'auraient peut-être pas dû, tout à l'heure. Bon, vous savez qu'on est mal parti, puisque le lancement de 2003... il y a eu un échec d'Ariane peu de temps avant, donc interdit de vol, Ariane, donc impossible d'aller sur Virtanen. C'était notre comète. Et Virtanen était déjà la deuxième comète. Je ne sais pas si je... Non, bon. Je vous la montrerai tout à l'heure parce que je sais que j'ai l'image, mais... donc, Ariane ne pouvant pas partir, on perd notre petite comète. Virtanen était très petite, 1,2 km. D'où des tas de conséquences. Gravité très faible... vitesse à l'atterrissage extrêmement faible, etc. Donc Philae était dimensionné pour une toute petite comète. Et comme sur le pas de tir, on nous dit vous partez pas, vous allez vous chercher une autre comète, c'est ce qu'on a fait, eh bien, des comètes de 1,2 km, on n'en a pas trouvé. Et on se retrouve avec, je vais prononcer, Churyumov-Gerasimenko, je l'ai bien prononcé Jean-Pierre, Churyumov-Gerasimenko, je répète, qui est une comète normale. 5 km, 4 km à peu près, donc plus grosse. Je crois qu'on en est à 10 milliards de tonnes, c'est ça le chiffre. D'ailleurs, pour la petite histoire, la densité serait à peu près celle qu'on avait prédite, c'est-à-dire 0,4. Elle flotterait largement dans l'eau. Donc on part en mars 2004 pour cette fameuse comète Churyumov-Gerasimenko. Et voilà notre beau Rosetta, qui est une mission extrêmement ambitieuse. C'est un engin de 3 tonnes. En haut, vous voyez les antennes de Concert. Concert, c'est le radar qui veut sonder la comète, et qui le sondera, et qui fera j'y reviendrai tout à l'heure, qui fera de la tomographie entre Rosetta et Philae, qui va servir de transpondeur. Alors, on a une trajectoire compliquée, tout simplement parce qu'envoyer 3 tonnes sur cette trajectoire, eh bien, il faut se rendre à l'évidence, Ariane 5, c'est pas assez. Ça paraît curieux, mais Ariane 5, c'est pas assez puissant pour envoyer 3 tonnes sur la dernière trajectoire jaune, celle-là. On aurait pu imaginer tout à fait d'aller directement sur cette trajectoire. C'était tout à fait, sur le plan de la mécanique céleste, c'était tout à fait envisageable. Mais Ariane 5 ne pouvant pas le faire, on a eu cette trajectoire un peu pénible, parce qu'elle a duré 10 ans. Et 10 ans, c'est très long, je dirais même c'est trop long. Beaucoup des scientifiques de Rosetta sont à la retraite aujourd'hui. Donc on a des problèmes de maintien des compétences. Le responsable de la caméra, il n'est plus là. Celui de Rosina, je crois qu'il a été changé aussi. Celui de Cosima a été changé. Notre ami Kaufmann sur Concert, il est toujours là. Bibring sur Shiva est toujours là. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis parce que la retraite, ça existe. Et donc, on a eu cette trajectoire compliquée. Voilà, par exemple, comment s'est passé le survol de la Terre par Rosetta. Et voilà, Rosetta qui passe dans le ciel. Donc, il y a eu ça, c'était le survol de 2005. Et donc, on a bien observé Rosetta au moment de ce survol. Et on a également, au moment du survol de Mars, nous avons sur Philae des caméras qui sont sur toutes les phases de Philae, qui feront un superbe panorama du site d'atterrissage. Ces caméras françaises, donc Shiva, sous la responsabilité de Jean-Pierre Bibring. Et Bibring a souhaité utiliser sa caméra au moment du survol de Mars.
Et voilà l'image qu'il a obtenue. Et si on pousse très fort les contrastes, on commence à faire un petit peu d'espionnage industriel. C'est-à-dire qu'on commence à regarder ce qu'il y a dans le panneau solaire. Pas inintéressant pour ceux qui s'intéressent au panneau solaire, c'est compliqué. Bon, il y a des tas de boucles complexes pour éviter notamment les boucles de courant qui créent... un courant qui passe dans une boucle, ça crée un champ magnétique, et les champs magnétiques, on n'aime pas trop, ça perturbe éventuellement le magnétomètre, s'il y en avait un. En l'occurrence, il y en a un, mais il est sur filaire. Donc voilà, il y a un montage assez compliqué. Et c'est des gigantesques panneaux. Ils font 14 mètres de long. En tout, Rosetta tout déployé, c'est 32 mètres de long. Donc pourquoi? Parce qu'on va très loin du Soleil, on va à plus de 3 AU. Et pour des raisons également d'énergie, on est dans une situation où, au niveau de l'orbite de Jupiter, 5 AU, Rosetta n'a pas assez d'énergie. C'est pour ça qu'on a été en hibernation, comme vous le savez. Et je vais y revenir. Donc ça, c'est une vue un montage du survol de la Terre pris par la caméra Osiris, avec un montage, on voit la Lune en fond. Et ensuite, on a fait ce qu'on fait souvent avec les astéroïdes, c'est-à-dire qu'on essaye d'en survoler autant que faire se peut. Les astéroïdes sont très divers. On en a recensé aujourd'hui 600 000. Par contre, on a recensé 4000 comètes. Donc ça vous dit aussi que les comètes et les astéroïdes, en termes quantitatifs, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus, il y a plus de 100 fois plus d'astéroïdes dans le ciel que de comètes. Donc pour les apports d'eau et de carbone, c'est à prendre en compte quand on veut savoir si ça vient des astéroïdes ou des comètes. Alors, pour le survol de Stein en 2008, qu'on a appelé le diamant de l'espace, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, c'est-à-dire que la caméra Osiris, la NAC, cette fameuse caméra dont le LAM à Marseille a fait toute la structure optomécanique de cette caméra, malheureusement s'est mis en rideau au moment du survol de Stein, ce qui explique que toutes les images que vous avez de Stein ne sont pas très, très résolues, parce que c'est le WAC qui les a pris. La NAC, elle était en stand-by, et c'est quelque chose qui, comme la survol c'est rapide, tout est préprogrammé. Bon, si la caméra se met en veille, le survol a foiré. Donc voilà, on a un certain nombre d'images de Stein que l'on voit ici. On peut les montrer rapidement. Mais alors une particularité quand même, c'est que Virtis, qui est le spectro-imageur visible infrarouge, n'a pas révélé de signature très, très marquée. Notamment, je crois que c'est Lutetia dont on disait que c'est un satellite potentiellement métallique, M. Bon, le côté métallique était assez surprenant, et je peux vous dire que ça n'a pas été confirmé par Virtis, qui n'a vu aucune signature métallique. Voilà, donc ça c'était pour le diamant de l'espace. Et puis 2 années plus tard, on a survolé un très gros astéroïde, cette fois, le plus gros jamais survolé d'ailleurs par une sonde spatiale. Et lui est plutôt dans la gamme de la centaine de kilomètres, 110, 120. Voilà à peu près les images du survol. Et là, la NAC a très bien fonctionné. Donc on a des images à très haute résolution de cet astéroïde. Alors, le facteur d'échelle est très important dans les astéroïdes. Si vous comparez Itokawa à cet objet, bon, c'est 2 mondes totalement différents. Je dirais Itokawa ressemble plus à la comète que Stein. Et voilà, en comparaison, tous les astéroïdes qui ont été survolés par des sondes spatiales, et Itokawa, je ne sais plus où il est, mais c'est un tout petit point sur l'image. Donc, bon, il est quelque part sur l'image, je ne le vois plus. À gauche. Il est à gauche. Ouais, top. En dessous. Encore. Ah oui, c'est voilà. Donc c'est un point ici. Donc vous ne le voyez pas, c'est normal. Itokawa, il est un peu plus gros que la station spatiale. Enfin, 500 mètres. Voilà, 500 mètres. Donc c'est vraiment un tout petit objet. C'est pour ça qu'Itokawa est vraiment une tête très, très particulière. Alors, à haute résolution, quand on commence à regarder, on voit des cratères, on voit des boulders, on voit ces fameux rochers qui peuvent dévaler au fond des cratères. Donc, sur des objets aussi petits, il y a néanmoins un peu de gravité. Si on n'avait pas, les cailloux ils flotteraient dans l'espace. Donc, il y a quand même de la gravité, bien sûr. La gravité, on y reviendra surtout avec la comète, mais le champ de gravité peut être complètement perturbé par la forme de la comète, et vous pouvez avoir une surface
à une surface donnée, vous pouvez avoir une gravité qui est complètement inclinée. Et c'est ce qu'on va avoir sur Churyumov, parce que la comète est complètement à deux bilobée, avec la tête et le corps du canard. Donc là, on voit bien